Le président Trump, de retour de Chine, continue de marteler son message. La guerre contre l'Iran a toujours eu pour but d'empêcher ce pays d'obtenir l'arme nucléaire. Ils ne peuvent pas l'avoir, a-t-il déclaré. Et nous allons récupérer cette poussière nucléaire, quoi qu'il en coûte, qu'ils le veuillent ou non. C'est vraiment le point central ici. Selon le président Trump, les Iraniens cherchent sans cesse à se doter d'une arme nucléaire, et c'est la menace imminente de cette arme qui aurait déclenché la guerre. Pourtant, il a aussi affirmé plus tard que tout ce matériel était enfoui sous 3 montagnes différentes. Il n'a pas vraiment expliqué comment ces deux affirmations pouvaient coexister, mais il revient sans cesse sur le même sujet. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Mais comme l'a rappelé Ted Postol, que nous avions reçu dans notre émission l'an dernier, l'Iran disposait d'environ 400 kilos de matière retraitée, de quoi fabriquer entre 10 et 12 bombes. Et tout ça est resté public jusqu'à, je dirais, janvier, le mois de janvier dernier, quand Steve Woodcock a déclaré qu'il venait de découvrir cette idée complètement folle, qu'ils avaient ça, et qu'ils nous avaient menacés avec des armes nucléaires. Et nous retrouvons aujourd'hui Ted Postol, qui va nous donner une mise à jour sur certains faits qu'il nous explique depuis le début. Moi, je n'ai jamais été surpris par tout ça. Et on va voir ce que ça nous dit sur la direction que cette guerre pourrait prendre maintenant et sur ce qui en est vraiment le cœur. Ted, bien sûr, bienvenue à nouveau. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le connaissent pas encore, c'est professeur en sciences et technologies au programme d'études sur la sécurité nationale du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Alors, Ted d'abord, bienvenue à l'émission. On est toujours ravis de t'avoir avec nous. C'est un vrai plaisir d'être ici. Toujours un plaisir d'être ici. Écoutez, on aime reconnaître le mérite quand il est dû. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu Steve Woodcock faire cette découverte et de l'aveu du côté iranien. Et là, je me suis dit, mec, regarde notre émission. Tu aurais dû savoir ça l'année dernière. Mais bon, le reste du monde a fini par rattraper les informations que vous aviez déjà. Et maintenant, je veux vous montrer ce commentaire du président Trump, parce que c'est là-dessus qu'il revient sans arrêt. Ils pensent que bon, je vais me lasser de tout ça, ou que je vais m'ennuyer, ou que je vais finir par céder à la pression. Mais il n'y a aucune pression. Aucune. Vraiment. On va avoir une victoire totale. L'Iran me l'a dit très clairement, parce qu'ils ont l'intention de nous remettre ce que j'appelle la poussière nucléaire. C'est plus simple à dire comme ça. Mais il va falloir l'enlever, parce qu'ils n'ont absolument pas le matériel pour le faire eux-mêmes. Toi et la Chine, vous êtes les 2 seuls pays au monde capables de l'enlever. Oui, d'accord. Je suis à peu près sûr que d'autres pays ont aussi des bulldozers, mais laissons ça de côté pour l'instant. D'abord, que pensez-vous de cette attention portée, je cite, à la poussière nucléaire dont il parle sans arrêt? Pour qu'on comprenne bien, de quoi parle-t-il exactement? En fait, ce dont il parle, c'est d'un matériau qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium. C'est simplement une molécule d'uranium entourée de 6 atomes de fluor. Et cette substance a une particularité. Quand on la chauffe au-dessus de la température ambiante, elle ressemble à un sel. Vous voyez, une matière blanche, cristalline, un peu comme du sel quand elle est à température ambiante ou plus froide. Mais dès que la température monte, disons autour de 50 ou 60 degrés Celsius, donc environ 150 ou 160 degrés Fahrenheit, elle devient très vite un gaz. Et ce gaz peut être envoyé dans des centrifugeuses. Ce sont des centrifugeuses, des cylindres qui tournent à des vitesses incroyables, environ 60 000 tours par minute si on parle du modèle iranien IR-6. Ça fait à peu près 1000 tours par seconde, pour donner une idée.
Les forces centrifuges exercées sur la paroi du cylindre en rotation atteignent environ 400 000 G, c'est-à-dire 400 000 fois la gravité terrestre. Du coup, entre 95 et 99% du gaz est plaqué contre la paroi, tellement les forces sont puissantes. Et le cylindre en rotation fait peut-être une vingtaine de centimètres de diamètre, soit environ 8 pouces. Et au centre, c'est le vide, parce que les forces centrifuges sont tellement fortes que tout le matériau se retrouve plaqué contre la paroi. Ensuite, il existe des techniques pour faire circuler le gaz. Je devrais d'ailleurs faire une présentation là-dessus, en fait. J'ai quelques bons, enfin, peu importe. Bref, ces centrifugeuses peuvent servir à enrichir ce qu'il appelle de la poussière, qui est à l'état solide, à des niveaux d'enrichissement de plus en plus élevés en uranium-235 par rapport à l'uranium-238. L'uranium naturel contient environ 7/10 de 1% d'uranium-235 et il faut atteindre 85 ou 90% d'uranium-235 pour fabriquer une bombe atomique. Uranium-235, and you really want 90% or 85 or 90% uranium-235 in order to build an atomic bomb. C'est exactement ce qu'il faut pour atteindre une masse critique et provoquer une explosion atomique. L'an dernier, vous nous aviez dit qu'ils en avaient assez, à un niveau d'enrichissement de 60%, pour fabriquer entre 10 et 12 bombes, comme vous l'aviez précisé. Mais récemment, de nouvelles informations sont sorties. Ils auraient aussi suffisamment d'uranium enrichi à 20% et à d'autres niveaux pour produire jusqu'à 200 bombes nucléaires. C'est ce qu'indique le Bulletin of the Atomic Scientists. Ce n'est pas de la propagande, ni d'un camp, ni de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation? Eh bien, j'ai pas vraiment étudié cette question en détail, mais je pense que c'est vrai. Ça dit, c'est pas... Enfin, oui, c'est préoccupant. Je ne veux pas minimiser le problème, mais le plutonium dont on parle ici est produit dans un réacteur nucléaire civil. Et c'est un problème parce qu'on peut fabriquer des bombes avec ce plutonium-là. On l'appelle du plutonium de qualité réacteur. Mais pour ça, il faut des capacités de conception très avancées. Le vrai problème, c'est qu'il faut un isotope très pur de plutonium, le plutonium-239, pour fabriquer une bombe. Et quand le plutonium est produit dans un réacteur civil, il reste là pendant longtemps. Et à mesure que le plutonium s'accumule, d'autres isotopes de plutonium s'accumulent aussi, parce qu'ils se trouvent dans un champ de neutrons pendant que le réacteur fonctionne. Du coup, on obtient du plutonium 239, 240, 241, 242 et ainsi de suite. Tous ces autres isotopes ont tendance à se désintégrer un peu au hasard. Alors, quand on veut fabriquer une bombe au plutonium à partir de ce type de matériaux, il faut un mécanisme d'implosion du plutonium extrêmement efficace pour que la matière soit bien comprimée avant qu'elle n'explose. C'est pour ça que ce plutonium-là pose beaucoup moins de problèmes, sauf si on dispose d'un programme vraiment très avancé de fabrication de bombes au plutonium. Et est-ce que l'Iran a la capacité technique de faire ça? Eh bien, ça aurait pu finir par arriver, mais ne pense pas qu'ils auraient eu besoin de faire des tests avec ce matériau. Et puis, il leur aurait fallu faire beaucoup de traitements chimiques. Une chose qui m'a toujours intrigué, c'est que le président Trump s'est tellement concentré sur ces quelques 440 kilos de matière retraitée à 60%, sur le fait de la faire sortir du pays, de la récupérer et tout ça. Mais selon le bulletin des scientifiques atomiques, ils disent « Attention, il y en a bien d'autres ». Et même si, avec le temps, même si c'est encore hypothétique, l'Iran acceptait vraiment d'y renoncer,
Ça n'enlèverait pas pour autant leur capacité plus tard à produire une bombe. Ce n'est pas exact. Je pense que le savoir existe déjà. Il est là, dans la population d'ingénieurs et de scientifiques. Et on ne parle pas d'une poignée de personnes, hein. On parle de milliers de gens, des milliers de professionnels extrêmement qualifiés, expérimentés, accomplis. Donc ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Et le point que je veux soulever un peu plus tard dans notre discussion, c'est qu'il n'y a aucun espoir de résoudre ce problème par la force militaire. C'est tout simplement impossible, à moins qu'on veuille transformer tout l'Iran en ruines radioactives, avec des centaines ou des milliers d'armes nucléaires et tuer tout le monde. À moins qu'on veuille faire ça ou qu'on soit prêt à le faire. Je suis presque sûr que ça n'arrivera pas, et pour plusieurs raisons. Écoutez, il y a un point précis sur lequel je voulais vous interroger aujourd'hui. C'est une idée que l'Iran semble prêt à envisager, et c'est important, parce que ça fait partie des options diplomatiques possibles. Ils ont proposé, en gros, et si on prenait ce matériau retraité et qu'on le retraitait encore sur une certaine période jusqu'à ce qu'il ne soit plus du tout de qualité militaire, en le diluant en quelque sorte. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Blend it down. Can you tell us about that? Well, the idea is very simple. Eh bien, l'idée est très simple. Vous avez cet hexafluorure d'uranium qui peut très rapidement être placé dans des centrifugeuses et transformé en hexafluorure d'uranium enrichi à 90%. Ce composé peut ensuite être converti en métal d'uranium qui, lui, peut servir à fabriquer des bombes atomiques. Donc l'idée proposée ici, c'est qu'il dispose aussi d'hexafluorure d'uranium enrichi à 20%. Et bien sûr, ils ont aussi de l'hexafluorure d'uranium naturel. Autrement dit, de l'uranium contenant 7/10 de 1% d'uranium-235. Alors si vous prenez cet hexafluorure d'uranium à 7/10 de 1% et que vous le mélangez avec celui à 60%, vous pouvez le diluer à disons 20%, 10%, 5%, et ainsi de suite à des niveaux d'enrichissement beaucoup plus faibles. Et ils ont proposé, ils pourraient enfin, qu'ils seraient prêts à discuter d'un mécanisme pour abaisser le niveau d'enrichissement de l'hexafluorure d'uranium. Et cela augmenterait le délai entre le moment où ils choisiraient de L'idée, c'est d'allonger le délai entre le moment où ils décident de se lancer dans la fabrication d'une bombe et le moment où ils peuvent effectivement la produire, par rapport à ce qu'ils peuvent déjà faire avec l'enrichissement à 60%. En gros, ce qu'ils proposent, c'est de mettre en place un mécanisme qui permette, de façon vérifiable, d'augmenter le temps nécessaire pour fabriquer des armes atomiques à partir des matériaux qu'ils possèdent. Aujourd'hui, ils pourraient le faire. Enfin, c'est difficile à dire précisément, mais ils pourraient y arriver en quelques semaines. La durée exacte dépend de leur niveau de préparation. S'ils sont totalement prêts, ils pourraient produire une bombe atomique toutes les quelques semaines à partir de ce matériau, peut-être même plus vite s'ils ont tout en place. Mais il est impossible de croire qu'ils n'ont pas les centrifugeuses nécessaires pour le faire. Oui, je me demandais si vous pouviez en parler, parce que, selon l'administration, il y avait 3 sites où tout ça se passait, et ils auraient tous été détruits lors de l'opération Marteau de minuit en 2025. Donc, tout ce que Trump appelle la poussière nucléaire, c'est un matériau retraité à 60%, serait apparemment réparti entre 3 endroits différents. Et ils auraient besoin que les États-Unis et la Chine viennent le récupérer, et ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent pas le sortir de là. Mais si je me souviens bien d'une de nos précédentes conversations, et dites-moi si je me trompe, les Iraniens
aurait la capacité de fabriquer de nouvelles centrifugeuses, pas seulement celles qui seraient enterrées sous ces montagnes. Et il pourrait se passer des choses dont on n'a même pas connaissance. C'est bien ça? Well, yeah, I mean, Oui, c'est ça. Disons que dans les 3 ou 4 mois avant l'opération Midnight Hammer, les Iraniens produisaient environ 440 centrifugeuses par mois. 440. Pour construire ce qu'on appelle une cascade, la cascade standard que les Iraniens utilisent, il faut 174 centrifugeuses. Donc c'est une configuration particulière de centrifugeuse. On ne va pas s'attarder sur les détails. En gros, ils fabriquaient facilement 2, voire 2 cascades et demie de centrifugeuses chaque mois. Alors ils n'avaient pas forcément assemblé ces centrifugeuses en cascade, ni procédé à leur réglage, ce qui est une opération complexe, mais ils avaient clairement une capacité de production impressionnante. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de ces centrifugeuses traînent quelque part, parce qu'on a perdu la capacité de surveiller les sites de production, quand de manière totalement arbitraire, et je le répète, arbitraire, M. Trump s'est retiré de ce qu'on appelle le JCPOA, le plan d'action global commun. C'était un accord conclu en 2015 qui éliminait toute possibilité pour l'Iran de fabriquer des armes nucléaires, avec des conditions de contrôle extrêmement strictes. C'était vraiment un bon accord. Mais il a décidé, sans la moindre preuve, c'était franchement absurde, que cet accord n'était pas bon. Une décision typique, sans analyse, comme partir en guerre sans y avoir réfléchi. Et en faisant ça, il a supprimé une contrainte essentielle. Les Iraniens, eux, n'ont pas réagi négativement tout de suite. Ils ont essayé, vous savez, de garder la situation sous contrôle pendant un moment. En général, c'est comme ça que les États-Unis ont saboté toutes sortes d'accords et de traités au fil des années. On pourrait en citer beaucoup. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs, quand vous parliez de l'Ukraine ou de Minsk II, enfin bref, la liste est longue. L'administration Biden ensuite a complètement laissé tomber. Il ne faut pas laisser M. Woolwell, Biden et Anthony Blinken s'en tirer à bon compte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de rétablir immédiatement le JCPOA, ils ont fait comme d'habitude, comme les démocrates le font souvent. J'espère qu'il y aura un nouveau parti démocrate s'ils reprennent le Congrès. Parce que si on garde l'ancien parti démocrate, on est dans une très mauvaise passe. Le pays tout entier est en danger. On a besoin d'un parti démocrate avec une vraie direction politique. Mais le vrai problème, c'est que Biden n'a pas immédiatement rétabli le JCPOA. Ils ont commencé à jouer avec les Iraniens, du genre « Ah, vous devez arrêter de construire des missiles balistiques », et ainsi de suite. Écoutez, vous avez un traité, restez dans le cadre du traité. Si les missiles balistiques vous inquiètent, lancez une nouvelle négociation. C'est typique du dysfonctionnement américain. Et oui, c'est bien un dysfonctionnement américain, et c'est grave. Alors les Iraniens disent simplement, eh bien, on avait un accord. Pourquoi ne respectez-vous pas les termes de cet accord? C'est vous qui vous en êtes retirés. Et Biden, lui, continue à tergiverser, à leur imposer de nouvelles exigences, comme si c'était eux qui s'étaient retirés. Et c'est exactement ce genre de diplomatie désastreuse, menée aussi bien par les républicains que par les démocrates, qui a mis le pays en danger. Oui, tout à fait. Et je veux qu'on y aille, parce que pour nos téléspectateurs, tu as préparé une présentation qui montre un peu les problèmes liés au retraitement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous aider en termes simples à comprendre ce qui se passe vraiment? Bon, laissez-moi simplement vous donner quelques points essentiels. Il y a des diapositives avec les chiffres disponibles si les gens veulent les consulter, donc je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, on parle d'environ 440 kilos d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%.
Et avec cette quantité, on ne peut pas seulement produire 10 bombes, mais plutôt entre 10 et 20 bombes. Je vais expliquer pourquoi. Je révise ma première estimation. Au lieu de 10 bombes, c'est entre 10 et 20. Et franchement, toute personne qui pense qu'il n'y a pas de différence entre 10 et 20 bombes atomiques devrait venir en discuter un peu plus sérieusement avec moi. La raison pour laquelle j'ai revu cette estimation, c'est que le calcul des 10 bombes partait du principe qu'il fallait 25 kg d'uranium hautement enrichi pour fabriquer une bombe atomique. C'est une norme qui a été établie par le traité de non-prolifération. Elle convient pour des évaluations administratives, mais elle n'est pas vraiment juste si on veut mesurer ce qu'un pays comme l'Iran pourrait faire. Parce que, concrètement, l'Iran pourrait fabriquer des bombes avec un réflecteur en uranium-238. Autrement dit, on a le cœur fait d'uranium enrichi et on l'entoure d'une sphère creuse d'uranium-238. Et ça joue un rôle très important à deux niveaux. D'abord, ça renvoie les neutrons vers le cœur d'uranium quand la réaction devient critique. Et ça veut dire qu'on a besoin de moins de matière. Sans réflecteur, quand les neutrons s'échappent de la surface du cœur d'uranium, il faut environ 55 kg d'uranium pour obtenir un rendement nucléaire. Mais si on renvoie les neutrons vers l'intérieur, on peut descendre à 14 kg. Et pour faire ça, on utilise de l'uranium-238. Il faut bien garder à l'esprit que l'uranium-238 est un matériau très dense, très lourd. Uranium-238 is a very massive material. So it not only reflects neutrons back into the Donc, non seulement il renvoie les neutrons vers le cœur, ce qui fait qu'on a besoin d'une plus petite quantité d'uranium, 235, 14 ou 15 kg au lieu de 25 ou 55, mais en plus, il a une masse énorme qui ralentit la désintégration du cœur d'uranium quand il devient supercritique. Et il suffit de retarder cette désintégration de quelques centaines de millionièmes de seconde pour obtenir un rendement bien plus élevé. Parce qu'à ce moment-là, la réaction nucléaire s'emballe. Donc non seulement on a besoin de moins d'uranium, mais on obtient aussi une explosion plus puissante, puisque le réflecteur ou le tamper empêche le cœur de se désassembler trop vite. On a donc deux avantages avec ce dispositif. Et si on n'a besoin que de 14 ou 15 kg de métal d'uranium, alors avec 440 kg, on peut fabriquer 18 à 20 bombes, et pas seulement 10. Encore une fois, Ted, laisse-moi juste te poser la question. Donc, on parle du stock actuel, quoi. Environ 400 kilos, quelque chose comme ça. Mais s'il s'engage dans cette voie, on peut imaginer, et dis-moi si je me trompe, qu'il commencerait en parallèle à retraiter une partie de l'autre plutonium qu'il possède, pour le porter au même niveau. Ce qui représenterait en gros une capacité d'entrée de gamme de 18 à 20 bombes, potentiellement, s'il prenait cette décision. Et ça, c'est avec de l'uranium, c'est bien ça. That's with uranium, not plutonium, uranium. You see, uranium has a Pas du plutonium, de l'uranium. Vous voyez, l'uranium a une propriété particulière. Il ne se désintègre pas spontanément au niveau nucléaire. Donc quand je rassemble tout ça pour atteindre une masse critique, il n'y a pas de risque que des neutrons soient introduits trop tôt et fassent exploser le tout. Le plutonium, lui, a toutes sortes de comportements aléatoires. Des neutrons sont produits pendant qu'on essaie de l'assembler. C'est pour ça qu'il faut une technique d'implosion sphérique beaucoup plus complexe. Donc le plutonium n'est pas une menace immédiate. Il peut représenter une menace à plus long terme si les Iraniens décident d'utiliser du plutonium pour fabriquer des armes nucléaires. Mais ils n'ont pas besoin de le faire. Le problème du plutonium est donc bien réel. So the plutonium problem is real, but it's in my view overstated. Mais à mon avis, c'est exagéré. Parce que, vous savez, les gens disent souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Et le bien, dans ce cas, c'est l'uranium qu'ils ont déjà sous la main. Si vous pouvez fabriquer 20 bombes,
À quoi bon en vouloir plus? 20 bombes, c'est largement suffisant. Et en plus, avec les centrifugeuses qu'il possède actuellement, il pourrait produire 2 bombes par an à partir d'uranium naturel. Donc si on les laisse tranquilles, et qu'ils sont forcés, je souligne bien ce mot, forcés, par les Américains de prendre la décision de construire des bombes atomiques, eh bien, ils ne veulent pas le faire. Soyons clairs, les Iraniens savent très bien que s'ils commencent à fabriquer des armes nucléaires, ils affaibliront leur sécurité globale. C'est pour ça qu'ils n'ont pas franchi cette dernière étape. Vous pouvez expliquer ça? Parce que ça paraît contre-intuitif. S'ils obtiennent des bombes nucléaires, ils réduisent leur propre sécurité. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, ils ont l'Arabie saoudite juste de l'autre côté du golfe Persique. L'Arabie saoudite a répété à plusieurs reprises que si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, elle en ferait autant. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que l'Arabie saoudite a un accord avec le Pakistan. Les Saoudiens ont financé le programme nucléaire pakistanais. Le Pakistan, lui, n'avait pas les moyens économiques de développer seul cette énorme capacité d'enrichissement de l'uranium qu'il possède aujourd'hui. Et il y a eu un accord informel entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Si un jour l'Arabie saoudite avait besoin de se doter de l'arme nucléaire, le Pakistan lui en fournirait si et quand la situation l'exigeait. Autrement dit, l'Arabie saoudite n'aurait pas à repartir de zéro pour obtenir des armes nucléaires. Il pourrait très rapidement obtenir des armes nucléaires grâce à un accord préalable avec le Pakistan. Les Iraniens sont parfaitement conscients de cette situation. Ils ne sont pas stupides et ils comprennent très bien qu'ils doivent éviter de créer une situation où les Saoudiens iraient voir les Pakistanais pour leur dire « Nous avons maintenant besoin de ces armes. Nous faisons face à une menace que nous espérions ne jamais voir. » Et les Iraniens ont été très clairs à ce sujet. Ils en ont même parlé publiquement. Si vous écoutez Mohammad Zarif, celui qui a négocié le JCPOA avec les Américains, il en parle ouvertement. C'est un homme qui a une compréhension très fine de la sécurité internationale et de la technologie nucléaire. Il connaît les deux domaines. C'est un scientifique et un ingénieur de formation, un individu extrêmement accompli, intellectuellement remarquable. Et il l'a clairement dit, il a parlé, il a rencontré des gens. D'ailleurs, je viens de discuter avec un ami à moi qui avait eu des échanges directs avec Zarif pendant sa visite en Iran en 2015 au moment des négociations. Zarif lui a expliqué de manière très éloquente pourquoi l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires, mais aussi pourquoi ils estiment devoir garder la possibilité d'en produire. Si un jour ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus le choix, leur décision, c'est de ne pas construire d'armes nucléaires. Ils n'ont pas l'intention d'attaquer Israël, parce qu'ils savent très bien qu'Israël possède un grand nombre d'armes nucléaires et qu'une attaque contre Israël serait un suicide national. Ils le savent, ils sont rationnels. En fait, ils sont plus rationnels que leurs homologues américains et israéliens. Ils comprennent tout ça. Ils savent que s'ils se dotent de l'arme nucléaire, ils se retrouveront face à une Arabie saoudite, elle aussi dotée de l'arme nucléaire. Et un peu plus tard, sans doute, avec une Turquie nucléaire, peut-être aussi des États du Golfe, et peut-être même l'Égypte, qui a largement les moyens de fabriquer ses propres bombes atomiques. Donc ils savent très bien qu'ils allumeraient un brasier, une véritable explosion de prolifération nucléaire tout autour d'eux, dans les pays voisins immédiats. Autrement dit, ils sont rationnels. Ils veulent négocier. On a donc un adversaire potentiel qui veut discuter, qui est raisonnable, qui comprend où se trouve son propre intérêt, et tout ce qu'il faut faire, c'est négocier avec eux. Et ça, franchement, je ne comprends pas. Mais votre argument, c'est que si on ne les pousse pas dans leur retranchement,
Même avec une sécurité affaiblie, ils préfèrent encore ça plutôt que de ne plus en avoir du tout. C'est bien ça votre position? Si on ne leur laisse plus le choix à un moment donné, vous savez, chaque pays a une structure politique interne complexe. Et on sait qu'en Iran, il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée d'avoir l'arme nucléaire et le plus vite possible. Moi, je pense qu'ils se trompent. Je pense que Zarif pense qu'il se trompe. Je pense aussi qu'Abbas Araghchi, l'actuel ministre des Affaires étrangères, pardon, j'ai dit Premier ministre, pense qu'il se trompe. Et vous savez, lui aussi est rationnel et très bien informé. Alors négocions. Si vous poussez les Iraniens dans une position où des gens comme Araghchi et Zarif ne peuvent plus l'emporter dans le débat interne, et qu'ils décident d'aller de l'avant et de construire des armes nucléaires, on sera tous dans une situation beaucoup moins sûre. L'Iran, Israël, l'Arabie saoudite, tout le monde sera moins en sécurité. Alors pourquoi ne pas négocier? Eh bien, c'est parce que c'est la chose logique et rationnelle à faire. Et ça, très rapidement. Ce genre de raisonnement manque cruellement, aussi bien dans la haute administration que dans les cercles d'élite occidentaux, et pas seulement au sein du gouvernement. La situation politique en Occident, c'est complètement hors de contrôle. Oui, c'est le cas. Ce ne sont que des amateurs à tous les niveaux. Oui, et c'est justement ce qui rend la suite un peu compliquée. Parce qu'en ce moment, le président Trump est, je crois qu'il est soit en route pour rentrer, soit déjà de retour aux États-Unis après sa visite en Chine. Du coup, toute l'attention qui était tournée vers Pékin et les accords commerciaux revient maintenant ici. Hier soir, à bord d'Air Force One, on lui a posé toute une série de questions sur la situation iranienne. Et le voilà de nouveau sous les projecteurs, avec des gens qui lui demandent « Est-ce que vous allez chercher un accord négocié? Est-ce que vous allez simplement vous retirer? Ou est-ce que vous allez revenir sur le terrain militaire ?» Le président Trump, lui, continue de tenir un discours assez militaire, en parlant soit d'un petit coup symbolique, comme il dit, soit de revenir pour finir le travail, comme d'autres le formulent. Mais si on parle simplement d'en discuter, qu'il le fasse ou non, est-ce que ça pourrait vraiment changer? Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Des sujets sur lesquels tu as, je le sais, une certaine expertise. D'abord, il y a cette affirmation selon laquelle plus de 90% des missiles iraniens auraient été interceptés. Mais le rapport met en garde contre une vulnérabilité critique qui ne cesse de croître. C'est une information qui vient du Pentagone. Le problème, c'est que même les 10% qui passent, on en a vu les conséquences concrètes. Toutes ces cibles touchées en Arabie saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis et surtout en Israël, sur nos bases et ailleurs. Alors, est-ce que toi, tu crois à ce chiffre de 90%? Do you believe that 90% number? I think it's ridiculous. It's totally ridiculous. In fact, I doubt. I generally have been saying 5%, but what I've really been saying is no more than 5% intercept rate against the ballistic missiles. And let me tell you, I think it's very likely below 5%. It's probably 2 or 3%. And what do you base that off of? I base it off real data. This is not pie in the sky, Oh, I thought about it, rubbed my stomach, looked at the sky. J'ai regardé le ciel et j'ai sorti un chiffre. Ce que je devrais faire, je serai en Allemagne la semaine prochaine. Je ne sais pas si on peut organiser quelque chose depuis Berlin, mais j'ai préparé une vidéo qui explique ce qu'on peut observer. Cette vidéo est faite pour illustrer ce qui se passe. Et d'ailleurs, je m'améliore de plus en plus dans la manipulation des vidéos. Vous savez, je deviens un vrai expert en vidéo. Alors, ce que je fais, c'est que je prends la vidéo
les événements se déroulent et je peux mettre la vidéo sur pause, te montrer au ralenti ce qui se passe et en discuter. Ce que je peux te montrer, c'est que dans les attaques de masse, j'ai plusieurs vidéos de ce type, il n'y a pratiquement aucune interception. Ce qui est intéressant dans ces attaques de masse, c'est justement quand il y a une interception, parce que là, tu peux la voir. Et comme tu vois toute l'attaque, tu constates qu'il n'y a pas d'autres interceptions. Donc je te montre tout ça, c'est très clair dans ces vidéos, totalement transparent. Et tu sais que le Pentagone fasse sa propre vidéo à partir des mêmes données. Tout est déjà dans le domaine public. Moi, je peux publier ces vidéos, les envoyer à quiconque veut les reproduire. Et vous savez que on laisse certaines personnalités publiques ou même des amateurs qui savent travailler avec la vidéo faire ce que j'ai fait. Moi, je serais ravi d'encourager les gens à le faire s'ils en ont envie, s'ils produisent des vidéos, s'ils préparent un bon ensemble de vidéos qu'ils veulent analyser. Je travaillerai avec eux. La seule chose que je leur demande, c'est de me permettre, je leur en donnerai le crédit bien sûr, puisque ce ne sont pas mes vidéos, mais qu'ils m'autorisent à les montrer, ainsi que les éléments qui suivront. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, je serai heureux de collaborer avec vous. Mais je vais vous montrer une vidéo de base, un exemple que des gens qui savent manipuler la vidéo pourront facilement reproduire, et sans doute faire encore mieux que moi. Mettons ça au planning, absolument. Tu peux t'arranger pour la semaine prochaine. On va clairement travailler avec toi. Mais je serai à Berlin, donc il y a un décalage horaire. On verra bien. Pas de souci. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de taux d'interception de 90%, loin de là. Et pourtant, ils demandent des milliards de dollars pour de nouveaux intercepteurs Patriot qui, en réalité, ne peuvent pas faire le travail. Donc, c'est encore un autre problème. Je ne fais que suivre l'actualité, mais j'ai trouvé un petit article qui disait qu'il voulait 1200 nouveaux intercepteurs Patriot PAC-3. C'est absurde. 1200 intercepteurs, ça pourrait en intercepter quelques-uns. Oui, quelques missiles balistiques, pas plus. Et pour ça, on dépenserait 3 ou 4 milliards de dollars. Franchement, ce n'est pas vraiment un bon choix pour intercepter quelques dizaines de missiles balistiques iraniens. Bon, laissez-moi regarder ça. Là, on parle des interceptions défensives. Donc oui, c'est un sujet important. Bien sûr, c'est un énorme enjeu, pas seulement pour cette guerre, mais aussi pour toutes celles qu'on pourrait avoir à affronter. Absolument. Mais maintenant, je veux qu'on s'intéresse aux capacités offensives. Que ce soit les missiles JASSM, les missiles de croisière Tomahawk, les attaques MS ou tout autre système que vous voudriez mentionner. Là, on parle de ce qu'on est capable de faire. Il y a eu une affirmation selon laquelle le camp iranien aurait encore environ 70% de ses capacités. C'était dans le New York Times, sur CNN et dans plusieurs autres médias. Leur analyse disait que malgré ce que nous affirmions, nous n'avions éliminé qu'environ 25 à 30% du potentiel de missiles iraniens. Mais ensuite, lors d'une audition au Sénat, l'amiral Cooper dit que non, en fait, ce n'est pas vrai. Selon lui, on a détruit 90% de l'industrie de défense iranienne, complètement anéantie. Et je sais qu'on vous a déjà entendu ici parler de ces villes de missiles, comme ils les appellent, creusées à l'intérieur des montagnes. On a attaqué celle-là en particulier. Oui, je sais précisément qu'elle a été frappée 7 fois, fin mars. Je n'ai pas vu les chiffres depuis. Une autre qu'on a observée a été touchée 22 fois, et pourtant, ils arrivent à la remettre en service assez vite, parce que les missiles n'arrivent pas à passer. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Je pense que le schéma qu'on vient de montrer résume très bien la situation. Regardons-le un instant. Bien sûr, si ce schéma était à l'échelle,
les tunnels seraient minuscules par rapport à la montagne qu'on voit là. Rien que ça montre que la zone transversale susceptible de s'effondrer est minuscule, puisque les tunnels n'occupent qu'un tout petit volume à l'intérieur de cette montagne. Donc, quand les bombes qu'on voit posées en haut du dessin tombent, il y a très peu de chances qu'elles frappent directement au-dessus d'un tunnel. Donc les chances de faire quoi que ce soit de concret, franchement, je ne sais pas d'où ce général ou cet amiral tire ces informations. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il a des preuves que c'est vrai? Il n'a aucune donnée. Il ne peut pas avoir de données venant de nos services de renseignement pour appuyer ce qu'il avance. Il sort ça de nulle part. Honnêtement, je pense que l'amiral Cooper devrait être convoqué et sommé de présenter les informations, de fournir les preuves de ce qu'il prétend détenir. Parce que pour moi, il est impossible qu'il les ait. Et ce genre de mensonge, et je parle bien d'un mensonge venant d'un militaire au service du pays, c'est inacceptable. Si un responsable politique veut mentir à ce sujet, c'est regrettable. Mais pour ce qui me concerne, si une nouvelle administration arrivait au pouvoir et qu'elle n'était pas, disons, honnête, je ferais sortir Cooper immédiatement avec tous ceux qui ont menti de cette façon dans nos rangs militaires. Ce sont ces gens-là que je veux voir renvoyés. Pas les soldats qui ont eu le courage de dire « Non, monsieur, je ne peux pas mentir à ce sujet. Mon devoir, c'est de défendre le pays. Si vous voulez que j'exécute vos ordres, je le ferai. » Mais ça ne comprend pas le fait de mentir au Congrès et au peuple américain. Trouvez quelqu'un d'autre. Et tu sais, Ted, même si on n'avait pas ton analyse d'expert ici, celle qu'on a eue et qu'on aura, si Dieu le veut, la semaine prochaine, eh bien, même si on avait détruit 90% de leur capacité, d'abord, on n'aurait jamais accepté un cessez-le-feu. On aurait terminé les 10% restants. La guerre serait finie. Le détroit serait ouvert, et ainsi de suite. Et le fait que rien de tout ça ne se soit produit, que le détroit soit toujours fermé, même sans données, ça montre à quel point cette affirmation est absurde. Et pourtant, elle est là. On ne peut pas la contester. Elle est là, juste à l'écran. Qu'est-ce qui a conduit à cette campagne de mensonges menée par un soldat? Je suis désolé si je parle comme un soldat qui devrait savoir mieux que ça. Franchement, ça m'énerve, je dois le dire. Mais ce qui a provoqué ces mensonges de la part d'un soldat qui devrait savoir ce qu'il fait, c'est une fuite publiée dans le Washington Post. Elle portait sur une soi-disant évaluation de la CIA, selon laquelle les Iraniens auraient encore 75% de leur puissance de feu intacte. Ensuite, Araghchi a été cité peu après, disant que le rapport de la CIA était faux. Il a affirmé qu'ils avaient 120% de ce qu'ils possédaient avant l'attaque. Moi, je ne vais pas me prononcer, je n'ai aucune idée de si Araghchi a raison ou non. Et puis je doute que le rapport de la CIA soit autre chose qu'une estimation éclairée. Mais une estimation éclairée, disons 75%, ça ne me surprendrait pas. 90% encore en place, ça ne me surprendrait pas non plus. Et 120%, là on n'en sait rien. En réalité, on ne sait pas, et on ne peut pas savoir. Donc ces chiffres, cette estimation à 75%, basée simplement sur la technologie dont on dispose et celle déjà mise en œuvre par les Iraniens, eh bien ça me paraît tout à fait plausible. Ce n'est pas très différent de mon propre jugement, mais c'est un jugement fondé sur ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est que ces installations sont extrêmement solides. Oui, oui, pour attaquer. On sait par exemple que l'installation de Yazd, celle qu'on a vue en photo, et une ou deux autres du même type. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les données que j'avais citées hier. Ce site-là a été frappé 22 fois et il fonctionne toujours.
Et c'est l'un des 33 situés le long du golfe Persique, côté golfe d'Oman, orienté vers la mer. Et ça ne compte même pas les autres. Dieu sait où. Donc au total, le pourcentage réel est sans doute bien plus faible si on parle de leur capacité globale. Mais comme tu le dis, c'est un secret d'État et on n'a aucun moyen de savoir quels sont les chiffres exacts ni ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces sites. Mais dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Parce que selon moi, d'après tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, la capacité technique, la quantité de matière traitée qu'ils ont sur différents sites, l'impossibilité, ou presque, si on peut dire, de détruire toutes ces villes souterraines de missiles. Eh bien, tout ça, ajouté à la capacité résiduelle du gouvernement iranien, rend tout retour à une action militaire impossible. Si ce n'est pas suicidaire, c'est en tout cas vraiment contre-productif. Parce que ça pourrait pousser les Iraniens à dire « Très bien, on n'a plus le choix, maintenant on doit aller jusqu'à la bombe », ou alors on vide le reste de nos missiles longue portée, on brûle une partie de nos missiles intercepteurs, et au final, on n'aura presque plus rien. Et malgré tout ça, on ne les forcera pas à faire ce qu'on veut. Ce serait une perte d'une ampleur inimaginable. Alors vous, comment vous voyez les choses? Eh bien, une attaque relancerait ce que j'appelle l'effet des têtes de mule. Il y a des têtes de mule dans le gouvernement américain et il y en a aussi en Iran. Celles des États-Unis veulent régler ce problème avec un outil qui n'a aucune chance de marcher et du coup elles bloquent toute solution. Et celles d'Iran veulent continuer et fabriquer des armes nucléaires alors même que ce n'est pas dans l'intérêt de la sécurité nationale du pays. Résultat, nos têtes de mule nourrissent les leurs. Et si on attaque à nouveau l'Iran de manière sérieuse, ça donnerait encore plus de poids aux têtes de mule iraniennes, parce qu'elles ont déjà des voix dans le débat intérieur en Iran. Tôt ou tard, des gens comme Zarif et Araghchi vont perdre. Et s'ils perdent ce débat, tout le monde perd. Je veux être clair là-dessus. Tout le monde perd. Pas seulement les Iraniens, mais aussi les Saoudiens, les États du Golfe, les Israéliens et les États-Unis. On se retrouvera avec une explosion de prolifération nucléaire et au final, tous ces pays verront leur sécurité nationale diminuer. Voilà le résultat. Moi, j'appelle ça l'effet crétin. Et si les crétins aux États-Unis permettent aux crétins en Iran de gagner, eh bien, c'est exactement ce qui nous attend. C'est la meilleure comparaison que j'ai jamais entendue. Merci pour ça, et merci aussi pour tout ce que vous faites. On a vraiment hâte de voir ce que vous allez faire la semaine prochaine, si votre emploi du temps le permet, ou la suivante, sinon. On fera ça la semaine suivante aux États-Unis, oui. Oui, d'une façon ou d'une autre, on y arrivera. Parce que je pense que oui, il faut que les mensonges s'arrêtent. Et une façon au moins d'atténuer ça, je suis désolé si je parais dur, mais je sais que tu es d'accord, en fait, c'est que nos officiers ne devraient pas mentir au Congrès ni au public. C'est tout simplement inacceptable. Toute personne qui a menti au public sur des sujets aussi importants, alors qu'elle occupe un poste de soldat, ne devrait plus être soldat quand une nouvelle administration arrive. C'est ce que je pense. Et chaque soldat qui a été renvoyé parce qu'il a refusé de mentir devrait être réintégré et on devrait lui présenter des excuses. C'est ce que j'aimerais voir. Et j'espère qu'on aura un président, un nouveau président, pas comme Biden, qui corrigera cette situation absolument scandaleuse où l'on maltraite les meilleurs de nos officiers militaires, ceux qui ont de l'intégrité. Je ressens une colère vraiment profonde à ce sujet. Je vois bien. Et c'est ça, le vrai patriotisme de l'Amérique d'abord. Eh bien, je suppose que de ce point de vue, je suis une personne du mouvement MAGA. Non, c'est différent. Le mouvement MAGA, c'est autre chose qu'un vrai patriote du courant America First.
Je veux être bien clair là-dessus. Vous êtes le genre de personne dont on a besoin en plus grand nombre. Alors merci beaucoup. So thank you very much for coming on, Ted. Je pense qu'on devrait bien mieux traiter nos militaires. Les meilleurs d'entre eux sont vraiment exceptionnels. On a vraiment de très bonnes personnes. We really have good people. Oui, vraiment. We Yeah, need to and get I'm rid very- Il faut se débarrasser de ces clones et vraiment donner du pouvoir aux bonnes personnes qu'on a. Et on en a beaucoup. Moi, je veux voir ça se réaliser. and I want to see that occur. Very good. Thank you very much, and we will look forward to seeing you very Très bien. soon. Merci beaucoup et on a hâte de vous retrouver très bientôt. On se revoit cet après-midi, je crois vers 14h30. Je vais vous faire un point sur la situation à la fois diplomatique et militaire, concernant ce qui pourrait ou non se passer ensuite dans la guerre avec l'Iran et sur les conséquences possibles des deux côtés. Rendez-vous donc à 14h30 pour le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.